Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie, étant donné son invraisemblance ? Ce serait une erreur. Nous sommes d'un temps où tout arrive. On a presque le droit de dire où tout est arrivé. Si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui, il peut l'être demain, grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir, et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes. Jules Verne, aussi ancien soit-il, on l'entendit sur toutes les lèvres de toutes les nations. Et pourtant, il n'est pas saugrenu de se trouver surpris d'apprendre qu'il venait de chez nous. Difficile d'avoir ce recul pendant cette ignorance juvénile, et de se rendre compte véritablement de ce titanesque héritage que l'auteur nous a confié. Et dès lors qu'est venu le temps de s'y atteler, le moment de prendre à bras le corps cet océan d'œuvres homériques, l'on se rend compte avec stupéfaction de la puissance visuelle de ces mots. Qu'eût dit un de nos ancêtres à voir ces boulevards illuminés dans un éclat comparable à celui du soleil, ces 1000 voitures circulant sans bruit sur le sourd bitume des rues, ces magasins riches comme des palais, où la lumière se répandait en blanches irradiations, ces voies de communication larges comme des places, ces places vastes comme des plaines, ces hôtels immenses dans lesquels se logeaient somptueusement 20 000 voyageurs, ces viaducs si légers, ces longues galeries élégantes, ces ponts lancés d'une rue à l'autre, et enfin ces trains éclatants qui semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité. Quand Jules Verne écrit, son monde s'exprime de lui-même. Et c'est aussi pour cette raison que tant de ses œuvres furent adoptées au cinéma. Si vous souhaitez du mystère, du fantastique ou bien du merveilleux, vous serez servi, et surpris aussi, de retrouver ces thèmes dans les choses les plus courantes de ce monde. Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence, et elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit l'un de vos poètes. Mais quoi de mieux pour animer ces histoires qu'une ribambelle de héros grandiloquents ? Des maestros de l'aventure qui n'hésitent pas d'user de panache pour faire gémir le caractère épique du récit. Il fut un temps, sire, où, quand on allait en Sibérie, on n'en revenait pas. Eh bien moi, vivant, la Sibérie est et sera un pays dont on revient. Michel Strogoff avait le tempérament de l'homme décidé, qui prend rapidement son parti, qui ne se ronge pas les ongles dans l'incertitude, qui ne se gratte pas l'oreille dans le doute, qui ne piétine pas dans l'indécision. Au fondement de ce qui reste de cette jubilation littéraire, c'est avant tout le style. Peut-être moins inventif que ses contemporains, il en dégage une pureté éclairante, un concerto pentagruélique de mots nouveaux qui soutient une narration solide et bien menée. Enfin, le mardi 8 juillet. En nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-mort au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Hans et mon oncle, accotés à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuit. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombais dans un profond assoupissement. Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant », murmura-t-il, avec un véritable accent de pitié. Je fus touché par ces paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. « Bois », fit-il. Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? Je le regardais d'un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. « Bois », reprit-il. En relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. Oh, jouissance infinie! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu. Une seule.
mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remerciai mon oncle en joignant les mains. « Oui, fit-il, une gorgée d'eau. La dernière. Entends-tu bien? La dernière. » Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. 20 fois, 100 fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je la réservais pour toi. Il n'est certes pas le plus convoité des auteurs français. Jules Verne était, est et restera un titan de la littérature, laissant derrière lui une œuvre d'une richesse infinie qui convient au public le plus large qui soit. Peu sont ceux qui ont le mérite d'avoir travaillé pour le bien commun. Une littérature pour tout le monde et pour tout âge. Jules Verne l'intemporel. Jules Verne l'actuel.